Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec l'historien et maître de conférence de l'Université de Nantes, Bernard Michon. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la traite orientale ou arabo-musulmane qui désigne les circuits commerciaux entre l'Afrique et le monde arabo-musulman entre le 7e et 20e siècle. Cette traite désigne le trafic commercial d'êtres humains qui a duré du 7e au 20e et donc pendant plus de 1400 ans, la traite a suivi quasiment les mêmes chemins. Les chiffres divergent concernant le nombre de personnes réduites en esclavage, 17 millions selon l'historien Olivier Pétré-Grenouillot, 12 millions selon Jean Sévilla, on y reviendra. Mais d'abord ma première question, pourquoi parler de traites orientales plutôt que de traites arabo-musulmanes ? L'expression traite orientale, qui renvoie à un registre géographique, est plus neutre et mieux appropriée que celle de traite musulmane. En effet, si des intermédiaires musulmans sont présents dans le cadre de ces courants de traite des Noirs, une partie des captifs est en fait destinée à des États non musulmans comme l'Inde ou la Chine. On a par exemple la trace de l'introduction d'esclaves noirs en Chine dès le 7e siècle, et en Insulinde, une inscription datée de l'an 800 mentionne la présence d'esclaves noirs. Le monde arabo-musulman se développe à partir du 7e siècle. De quel territoire parle-t-on quand on parle de ce vaste monde ? À partir de l'Arabie, qui est le berceau de cette civilisation, les successeurs de Mahomet se lancent à la conquête d'un empire et sous les premiers califes, c'est-à-dire les successeurs de Mahomet, cette expansion territoriale est fulgurante. Le Proche-Orient est conquis en moins d'une dizaine d'années et progressivement un vaste territoire qui va de l'Espagne jusqu'aux portes de l'Inde et sous domination musulmane. La traite orientale débute au 7e siècle d'après les historiens, avec l'extension donc de l'empire arabo-musulman et de la religion de l'islam. Mais la mise en esclavage des populations noires par les Arabes débute-t-elle au 7e siècle ? Selon l'historienne Catherine Kokry-Widrowicz, le déclenchement de la traite systématique des Noirs remonterait au Bact, c'est-à-dire à un traité qui est conclu par les Nubiens en 652 de l'ère chrétienne, donc 31 du calendrier musulman. Ce traité est conclu par le conquérant arabe Abn Fallah Ben Saïd, qui est gouverneur de l'Égypte, et ce gouverneur aurait imposé un tribut de 360 esclaves par an aux Nubiens. Alors ce traité aurait été conclu quelque part au sud de l'Égypte et de la Libye actuelle. Cette coutume, ce tribut de 360 esclaves à verser chaque année par les Nubiens, se maintient jusqu'à l'arrivée des Mamelouks au XIIIe siècle. On parle donc de la traite orientale. Comment se sont développés ces premiers réseaux commerciaux ? La conversion à l'islam de souverains de l'Afrique noire, le premier datant de la première moitié du IXe siècle, pour des raisons à la fois diplomatiques et commerciales, permet le développement des échanges entre le monde arabo-musulman et les royaumes et les territoires situés au sud du désert du Sahara. Les captifs étaient en effet échangés contre des marchandises. C'est bien un troc qui se met en place. Et outre les esclaves, les Africains exportaient de l'or, de l'ivoire, des plumes d'autruche et des peaux, en échange de produits nord-africains comme le sel, les chevaux, les pagnes, les livres ou encore le papier. Quelles sont donc les principales routes de cette traite ? Puisque, je le disais en introduction, elles ont pendant 1400 ans été les mêmes. Quelles sont-elles à travers ce vaste continent ? Les traites orientales recouvrent deux grands circuits. Le trafic maritime entre les côtes de l'Afrique orientale et l'ensemble du Proche-Orient, d'une part, et d'autre part, le trafic caravanier transsaharien. Il est intéressant de remarquer que le terme Sahel, qui définit la frange sud du désert du Sahara, signifie côte en arabe. Donc d'un côté, on traverse une partie de l'océan Indien par la mer, et de l'autre, on traverse par une route caravanière un océan de sable. Je reviens sur l'extension du monde arabo-musulman. L'islam interdit de réduire en esclavage les musulmans.
Est-ce donc pour cette raison que les circuits s'organisent dans le sud saharien ? Les empires arabes, perses, puis ottomans ont systématiquement pratiqué l'esclavage. Mais les Noirs ne sont pas les seuls esclaves utilisés dans le monde arabo-musulman. Certains étaient issus du pourtour de la mer Noire, on avait également des Slaves, des Caucasiens. Tout ça pour dire que la mise en place de cette traite des Noirs depuis l'Afrique à destination du monde arabo-musulman n'est pas la seule source d'approvisionnement d'esclaves pour le monde arabo-musulman. Comme vous l'avez justement souligné, le Coran évoque l'esclavage, mais interdit de réduire en esclavage des croyants. Les arabo-musulmans ne considéraient pas seulement les Noirs comme des païens, mais de plus en plus comme une race inférieure destinée à l'esclavage. Si bien que le mot arabe pour désigner l'esclave, abid, devient plus ou moins synonyme de noir progressivement. Oui, parce que le continent africain compte de nombreuses populations musulmanes, notamment en Afrique de l'Ouest, qui se convertit à l'islam entre le 8e et le 10e siècle. Alors comment justifier cette mise en esclavage des populations ? Effectivement, l'apparition et l'essor d'une traite négrière d'une grande ampleur posent des problèmes juridiques. Et notamment celui que vous soulevez, est-il légal d'acheter ou de vendre des esclaves s'ils sont musulmans, alors que la loi coranique l'interdit? Il est intéressant de regarder à cet égard la réponse d'un juriste marocain du XVe siècle qui indique en substance que l'esclavage est une humiliation et une servitude qui est due à l'incroyance présente ou passée. Et donc, si l'on réduit en esclavage des musulmans, s'ils sont issus de populations qui ne l'étaient pas précédemment, cela peut être valable. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. Pouvez-vous nous décrire ce processus de mise en esclavage ? Le point de départ se fait dans les États négriers de l'Afrique subsaharienne où les captifs étaient, entre guillemets, produits. Si l'on prend ensuite le cas de la traite transsaharienne, ces captifs étaient vendus à des marchands caravaniers qui s'occupaient de faire traverser, dans des conditions évidemment extrêmement difficiles, le Sahara. Donc les esclaves traversaient le Sahara à pied, donc une mortalité très importante que l'on estime autour de 20%, mais avec de très grands écarts. On a certains témoignages qui parlent de caravanes entières qui ont disparu en raison, par exemple, de tempêtes de sable. Il faut imaginer en plus que traverser un désert avec de très fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit sont évidemment, donc cela se fait dans des conditions très compliquées. Ensuite, arrivé au nord du continent africain, les caravanes d'esclaves étaient rafraîchies, comme nous aurons l'occasion de le voir, par exemple, dans le cas de la traite occidentale, et ensuite vendues dans des marchés d'esclaves, les plus importants étant ceux des grandes villes nord-africaines, le Caire ou Tunis, par exemple. Qui gère ce commerce au sein de l'Empire arabo-musulman ? Alors, il faut bien avoir à l'esprit que la venue de ces captifs
oblige à avoir un grand nombre d'intermédiaires. Ils sont produits dans des États du centre du continent africain, transportés ensuite par des marchands caravaniers et acheminés vers donc des marchés d'esclaves. Ça veut dire qu'on a différents intermédiaires dans le cadre de cette mise en esclavage de populations. Différents intermédiaires qui effectuent ce commerce grâce à des circuits commerciaux, mais bien évidemment avec l'assentiment des autorités étatiques des différents pays concernés. Dans quel domaine retrouvons-nous les esclaves ? Il faut corriger une idée reçue qui considère que les traites orientales ont surtout une finalité érotique, c'est-à-dire qu'elles auraient été conçues pour alimenter les harems des sultans en concubines. Il faut corriger cette vision des choses tout simplement parce que de par son ampleur chronologique et géographique, il y a une grande diversité d'utilisation de ces esclaves. Il semble que le rapport entre hommes et femmes dans les traites orientales a pu s'équilibrer et peut-être même pencher en faveur des hommes. Les esclaves étaient utilisés comme des soldats, comme des gardes, on pense évidemment aux eunuques. Ils étaient utilisés également comme des travailleurs agricoles. Ce commerce a duré à peu près 1400 ans. À quelle période et dans quelles circonstances la traite orientale s'est-elle arrêtée ? L'arrêt des courants de traites orientales s'effectue à la fin du XIXe siècle, voire au tout début du XXe siècle, pour des raisons internes qui tiennent à l'évolution de certains États, comme par exemple l'Empire ottoman, mais également en raison d'évolutions externes. Et on pense en particulier à la pression exercée par les puissances européennes abolitionnistes, pression exercée sur les territoires d'Afrique du Nord. On rentre, je vous rappelle, dans une phase de colonisation. Alors, phase de colonisation qui aboutit à l'établissement, par exemple, de protectorats français en Tunisie, au Maroc, et à l'intérêt de différentes populations européennes pour les échelles du Levant. Bernard Michon, merci. Cette émission a été présentée par l'association nantaise Les Anneaux de la Mémoire. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure et nous commencerons donc à évoquer la traite négrière occidentale. Merci à vous, bonne journée et à bientôt. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.